Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où... Ça va couler. Salut, moi c'est Marie et j'ai toujours trouvé tous ces débats autour d'une planche un peu ridicules. Je suis bien d'accord. Et moi c'est Anaïs et je suis une femme française qui ne sait pas dessiner. Mais as-tu déjà été dessinée comme une femme française ? J'ai déjà été dessinée mais pas comme une femme française. Genre les caricatures, tu sais, place C'est clair. à Montmartre. C'est ça, être vraiment dessinée comme une femme française. C'est clair. Cette semaine, on s'attaque au film qui nous a appris ce qu'étaient les icebergs, le film qui nous a appris à utiliser les fourchettes correctement, le film qui nous a appris que le meilleur moyen de s'émanciper en tant que femme était de laisser notre mec mourir d'hypothermie. Titanic. Magnifique. Titanic, un film de James Cameron, sorti en 1997, entre parenthèses, rajoutez chiffres. Alors, on va faire deux têtes. 11 Oscars, 2,6 milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Il me semble que c'est le 4e film au box-office mondial de toute l'histoire de tous les temps de l'univers. Il y en a 2 avant ça qui sont aussi de James Cameron. Donc ce mec est quand même plutôt doué pour exploser les box-office. C'est Avatar 1 et Avatar 2 ? Exactement. Et l'autre, je crois que c'est Avengers. D'accord. On avait toutes les deux vu le film et on a parlé déjà de notre rapport à ce dernier dans notre épisode à l'affiche, sorti il y a quelques jours. Si vous ne l'avez pas encore écouté, que faites-vous ici ? Et là, on l'a revu, toutes les deux. Et on s'est beaucoup amusés. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein, c'était long, mais c'était bien. Est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes ? Suis-je vraiment obligée de résumer ce film en 30 secondes ? Rose, c'est une grosse bourge, elle rencontre Jack, c'est un pouilleux, il tombe amoureux sur le Titanic coule, et Jack meurt et elle survit. Bravo. Voilà. Bien plus concis que le film lui-même. Exactement. Alors, le film Titanic, pour les personnes qui n'auraient jamais vu Titanic, parce qu'il doit quand même y en avoir 2 ou 3 sur Terre, le film a 2 temporalités. En 1912, au moment du naufrage du Titanic, événement historique, et en 1900... Merci. Je suis prête pour France Inter. Je peux vraiment... Il y a une rigueur journalistique très forte dans ce podcast. Ça s'est vraiment passé. Et en 1996, alors qu'un équipage tente de mettre la main sur le cœur de l'océan. Le cœur de l'océan qui est un collier hideux. Ah non, vraiment, c'est genre, si toi ou moi, à 9 ans, on avait dû dessiner un collier, ce serait peut-être celui-là qui serait sorti. C'est clair. Mais là, c'est censé être le plus grand prix de l'histoire, quoi. Il est bleu fluo. Ouais, il est moche, honnêtement. Il est énorme, surtout. Enfin, c'est vraiment pas gracieux comme joyau. On comprend, en fait, c'était sur la couronne de Louis XIV, c'est ça qu'ils disent, ou un truc comme ça, ou de Louis XVI, je sais plus. Sur une couronne, je peux le voir plus, tu vois. Oui. Mais en collier, c'est vraiment pas très très joli, je trouve. Non, et puis franchement, je pense que ça doit faire mal à la nuque au bout d'un moment. Ouais, puis ça fait très nouveau riche, quoi. Marie, elle est trop distinguée pour ça. C'est ça. Après, il est un peu taquille, ce collier. Hein. On va pas se De mentir. ouf, il est moche. C'est hyper moche. Moi aussi, je le jette dans l'océan. Moi, je comprends pas qu'elle ait pas vendu depuis toutes ces années, en fait. Ouais. Surtout que elle a pas peut-être qu'elle avait un attachement émotionnel au collier dans le sens où elle l'associe peut-être à Jack, mais en vrai, ça lui a été offert par un connard, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, à sa place, je l'aurais vendu. Surtout qu'elle a un peu renoncé à sa richesse et à son statut en dégageant son futur époux. Et sa famille, hein. Elle s'est fait passer pour morte, quoi, après le Donc, naufrage. clairement, avoir un petit diams dans la poche, ça aurait pu être utile. C'est ça. Après, elle aurait pu être retrouvée assez facilement, j'imagine, si elle avait vendu comme ça. Ouais, c'est vrai. On aime toutes les deux ce film, mais de manière différente. À un niveau d'intensité différent aussi, et j'ai pu m'en rendre compte pendant ce visionnage, puisque Anaïs récitait chaque réplique. The reflections changed a bit. Taking her to rest. No. No! It's been 84 years. Tell us, Rose. Je sais pas si c'est là qu'elle le dit. Ah si, c'est là. It's been 84 years. Tu le connais vraiment par cœur, ça va être insupportable. Rose is displeased. What to do? I know. Clairement,
Vous l'aurez compris, et si vous ne l'avez pas encore compris, vous allez le comprendre très très vite. J'aime beaucoup, beaucoup ce film. Et j'aime un aspect de ce film qui est peut-être un des aspects les plus geeks, qui est aussi l'aspect exploration des profondeurs. En plus, moi, je suis terrifiée par les profondeurs marines. Et James Cameron, qui est un énorme nerd, a lui-même exploré les vestiges du Titanic pour faire un documentaire. Il était très attaché à faire une reconstitution hyper méticuleuse de l'architecture du Titanic, de la décoration des pièces, de la création des costumes, etc. Et j'avoue que quand ils descendent dans le petit sous-marin et qu'ils explorent la carcasse du Titanic, moi j'étais totalement à fond, ce qui n'était pas forcément ton cas. Okay, quiet. Oh, ça va, mais ils ont filmé le vrai Titanic. Darkness like a ghost ship. Still against me every Oui, oui. time. To see Tu trouves pas ça ouf? of the great ship sitting here. Where she landed at 2:30 in the morning of April 5th. Tout le monde tape. C'était incroyable. C'est dans un moment comme ça que tu vois. Je sais qu'il y a du female gaze dans ce film, mais là, dans les moments comme ça, tu vois que ça a été réalisé par un homme. Ça, c'est du male gaze. Ah ouais. Genre, regarde la machine, comment elle fonctionne trop bien. Moi, je suis pas très sensible aux machines. Moi, c'est les costumes. J'aime aussi beaucoup les costumes, mais c'est vrai que c'est pas un truc que j'avais repéré dans ma propre personnalité. Mais Titanic réveille ça chez moi, en tout cas. Mais t'aimes les vestiges, en fait, c'est surtout ça. Je pense C'est que ça, plus j'adore que les la ruines. machine qui descend dans l'océan, c'est pas ça qui te passionne, c'est de voir la vraie ruine du Titanic, quoi. J'adore les ruines. Pompéi, c'est un de mes plus beaux souvenirs de tous les temps. Et c'est vrai que j'adore voir des endroits ou être dans des endroits. Ou des tragédies horribles se sont déroulées. Notamment. Mais bah oui, où il y a des vestiges d'une autre civilisation et d'être à ce moment-là, tu sais, j'imagine être au milieu de... Je sais, on a été à Rome ensemble. Ouais. Et je t'avais saoulée aussi. Non, je rêvais d'aller au Machu Picchu pour cette raison aussi. C'est vraiment genre être physiquement présente dans un endroit où je peux imaginer tous les gens qui ont posé les pieds exactement au même endroit que moi. Ça me bouleverse. J'ai l'impression de voyager dans le temps. Et là, évidemment, bah moi, j'ai pas pu plonger dans l'océan pour voir le vrai Titanic. Ah bon, d'accord. Mais je fais suis bien de le préciser. Mais ce film gratte la même envie chez moi. Et donc, ouais, je suis vraiment passionnée par ça. Et donc, je suis aussi fascinée par la reconstitution vraiment technique via les effets spéciaux, notamment du film. Et donc, pas que quand ils visitent le Titanic, mais aussi à chaque fois qu'on voit la salle des machines dans le Titanic et qu'on voit les mecs en train de mettre le charbon dans les fours et tout. Je trouve ça passionnant. Et alors, il y a un point de fixation précis que j'avais devant ce film. On va l'entendre. Les grosses turbines. C'est trop stylé, je suis désolée. Les turbines. Ouais, c'est génial. L'échelle de ce film, Marie, l'échelle de ce film. Ouais, c'est des turbines. Ouais. Ouh, les turbines. Grosse passion turbine. Grosse passion turbine. D'ailleurs, c'est pas du tout des turbines, en fait, c'est des hélices. Mais c'est pas grave. C'est le même principe. Mais Ça ceux tourne. qui nous écoutent comprendront qu'en fait, notre passion technique est vraiment très occasionnelle. C'est ça. On n'est pas ingénieur, en fait. On aime juste Titanic. Mais ouais, j'ai été passionnée par les hélices qui sont aussi un point crucial de l'intrigue à un moment, puisque quand il y a un malentendu après le glissement de Rose et qu'elle revient par-dessus bord et que Jack a enlevé ses chaussures, etc. Ah oui, quand leur leur première dit, rencontre. ouais, voilà, elle leur dit qu'elle a glissé parce qu'elle voulait admirer les hélices et que c'est pour ça qu'elle s'est penchée en avant et qu'elle est tombée. Donc les hélices, c'est très important. Stupid, really. I was leaning over and I slipped. I was leaning far over to see the Les turbines. Les turbines. propellers, and I slipped. Les turbines, c'est And I clé would have dans gone ce film. overboard. Mr. Dawson here saved me. Dans l'extrait, tu parles de l'échelle de ce film qui vraiment t'a beaucoup marqué. C'est vrai que moi, je m'en souviens d'avoir vu aux infos, en fait, un truc aux 20h sur le budget du film et tout ce qu'ils avaient fait pour recréer un peu tout ça. Ça a été un énorme phénomène au niveau du budget aussi.
À l'époque, c'était présenté comme le film le plus cher de l'histoire à ce moment-là, même si ça a été contesté. Et surtout, ce qui est fou, c'est que personne pensait que le film allait marcher. Il avait 200 millions de dollars de budget, ce qui était vraiment énorme pour l'époque. Et il y avait même des reportages qui s'étonnaient du succès en salle les premiers jours parce que tout le monde pensait que c'était un projet complètement vaniteux de la part de James Cameron et qu'il n'allait pas y arriver, que c'était une passion un peu bizarroïde. Et surtout qu'il était plus connu pour des films de science-fiction à l'époque, donc personne comprenait trop ce qu'il allait faire avec Titanic. Mais il y avait quand même des studios qui ont accepté de dépenser autant, quoi. Ouais, bien sûr. Mais il y a eu énormément de dépassements de budget. Et donc, comme le tournage a été très galère, en fait, ça a été très couvert, comme c'était le film le plus cher du monde à ce moment-là, la couverture du tournage racontait que c'était catastrophique, qu'ils allaient jamais y arriver. Et donc, tout le monde pensait que ça allait être un échec. Et bon, finalement, il leur a prouvé qu'il était trop fort. C'est un film qui, à mon avis, restera unique dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que les moyens qu'on lui a donnés et ensuite l'échelle que ça a atteint aussi dans le succès démesuré au box-office, tout ça, c'est tellement rare dans l'histoire que ça se reproduira sans doute plus jamais. Et aujourd'hui, en fait, ce genre de budget n'est accordé qu'à des projets très spécifiques qui sont pas des projets comme Titanic, et c'est plus des histoires de super-héros, des blockbusters. Ouais, et surtout, en fait, l'échelle, comme tu disais, s'exprime pas de la même manière parce que c'est digitalisé, en fait. Alors que là, il y a quand même, il a recréé toute la proue du bateau. Il y avait quand même quelque chose où aujourd'hui, ce serait complètement refait par ordinateur, j'imagine. Et par exemple, Avatar, qui a un énorme budget aussi, c'est quand même un truc qui est presque entièrement, tous les décors et tout ça, c'est des trucs numériques. Donc, oui, c'est un autre projet et c'est un autre accomplissement technique, oui, Avatar. Mais c'est vrai que oui, ça n'a rien à voir. Même le bassin qui a été utilisé, par exemple, pour filmer les scènes de noyade à la fin en groupe, c'était totalement délirant de créer quelque chose comme ça à l'époque pour le tournage. Donc oui, les moyens techniques mis au service de ce film ont été absolument énormes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer un nouveau projet de ce calibre-là qui bénéficierait du même budget, des mêmes dépassements délirants de budget, du même temps de tournage, etc. Passons aux personnages. D'abord, il y a Rose DeWitt Bukater. Rose. Qui vient du sud de la France. C'est ça, Rose la Toulousaine. Tu la décrirais comment ? Rose, c'est un peu une cool girl de la très très haute bourgeoisie. C'est pas de l'aristocratie parce qu'elle est américaine, mais de la très très haute bourgeoisie américaine de l'époque. On comprend qu'elle vient d'une vieille famille fortunée américaine, mais qui a perdu sa fortune. Et donc, elle a une pression pour se marier. Elle va être mariée de force à un homme beaucoup plus riche qui va leur permettre de survivre. Elle est avec sa mère. Et en fait, elle est très indépendante et on sent dès le début qu'elle est en quête d'autonomie et de liberté et elle se sent totalement enfermée non seulement dans son milieu, mais en plus dans le futur qu'on lui réserve, quoi. Et on comprend qu'elle est indépendante et que c'est un free spirit parce qu'elle adore Picasso. Et les impressionnistes et tout ça. Et à l'époque, ça, c'est un gros move de rebelle, quoi. C'est vrai. De rebelle qui a un peu les moyens de voyager et d'avoir accès à de l'art un peu révolutionnaire. Donc voilà comment je la décrirais, Rose. Elle est très belle, en plus, et elle est bien habillée. Elle est assez émo. C'est une rebelle, quoi. C'est une rebelle, mais elle est aussi, elle se plaint beaucoup de sa condition. Ce qui a fait que tu t'es beaucoup moqué d'elle pendant le visionnage, parce que c'est vrai que, surtout dans un film qui parle beaucoup de classe, elle appartient à la classe la plus riche du bateau, et elle est quand même tout le temps en train de déplorer sa condition, même si évidemment c'est aussi un film féministe et que on comprend tout à fait l'horreur de la situation dans laquelle elle se trouve. Ça nous a un peu fait rire. Standing in the middle of a crowded room, screaming at the top of my lungs, and no one even looks up. C'est vrai que c'est un peu une ouin-ouin. Ah, c'est une ouin-ouin de ouf. Après, on comprend, évidemment, mais c'est vraiment pas la plus à plaindre. Ouais, Il y a des milliers de personnes qui vont mourir parce qu'ils sont pauvres et qui sont enfermés en 3e classe et ils ont les rats et... Non, mais après, elle va être mariée à un salaud, donc je comprends. J'aurais été elle, j'aurais été ouin-ouin aussi. D'ailleurs, je suis ouin-ouin. Elle a de tellement beaux bijoux, elle a des belles broches. Ouais. Et puis, il y a son amoureux, Jack. Comment tu décrirais Jack Dawson? Jack, c'est aussi un rebelle, tu vois. C'est un artiste un peu maudit. Il vient du Wyoming ou du Wisconsin ou d'un trou paumé aux États-Unis. Tu comprends. Il vient de Chippewa Falls. Voilà, tu comprends qu'il a grandi en pêchant, faisant de la pêche. C'est un peu, tu vois, quand tu vois Et au milieu de coule une rivière, c'est son enfance. C'est comme ça que je l'imagine. Mais après, il est parti à l'aventure. Il est allé dessiner des prostituées à Paris. Donc, c'est lui aussi un free spirit, tu vois. Et quand il va la voir, ils vont tout de suite se reconnaître. Bon, non, il est mignon. C'est Leonardo
Leonardo DiCaprio. Enfin, évidemment, il est à la fois charmant, rebelle et inoffensif. Donc, c'est parfait. C'est aussi un fantasme féminin, c'est-à-dire qu'il l'admire et la respecte énormément. Il est même un petit peu soumis à elle, d'une certaine manière. Comme tu dis, il est inoffensif. En même temps, il lui offre une aventure qu'elle ne pourrait pas vivre sans lui et il va lui offrir son émancipation. Il va totalement changer le cours de sa vie sans être là à la fin. Ce qui est vraiment, et c'est pour ça qu'on a souvent dit que Titanic était un récit féministe. James Cameron aussi, pour lui, c'est vraiment l'histoire de Rose, ce film-là. Et ce qui est marrant, c'est la manière dont il s'adresse à Rose dans le film qui est clairement un truc qu'on verrait dans des mèmes féministes aujourd'hui où il lui dit t'es la fille la plus incroyable que j'ai rencontrée, enfin non, la femme. Et puis il lui dit non mais moi je vois les gens, je vois les femmes et toi je te vois, et ça c'est hyper puissant. Waiting for her long lost love. C'est naze, c'est vraiment naze quoi. Enfin bon, c'est le fantasme, hein, c'est une espèce d'artiste maudit. Ouais, et puis qu'il voit les femmes et il les voit pas comme des objets, quoi. Il les voit vraiment comme des personnes. Ouais. You see people. I see you. Ouais, voilà. See you. And T'as les dents jaunes. Mais oui, elle est toute poudrée, la pauvre. Du coup, ça contraste avec les dents. C'est vrai, t'étais en forme pendant le visionnage. Mais le truc, comment ça s'appelle ? Oui, parce qu'il est obsédé par... Enfin, il dit que ce qu'il adore dessiner vraiment chez les prostituées françaises qui sont à poil devant lui, c'est les mains. Ouais. C'est pas les seins, c'est même pas les fesses, c'est rien, c'est leurs mains, bien sûr. Et pour ça, il faut qu'elles soient nues devant lui, hein, parce que sinon, les mains, on les voit pas. Enfin, c'est vrai. C'est vraiment absurde. Vrai. C'est vraiment comme les mecs qui te disent non mais j'adore ta personnalité. T'as une très belle âme. Ouais, voilà. C'est ça qui me plaît le plus chez toi. Exactement. Bon, il y a un moment où juste, enfin, si c'était pas une histoire d'amour, ce serait un peu relou. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il veut pas la lâcher, quoi. Et elle lui dit qu'elle peut pas, enfin, elle lui dit de dégager un peu. Il la poursuit, il se déguise. Non, mais c'est vrai. On dirait un film d'Halloween. C'est Freddy, en fait, les gars. Trick or treat. C'est ça. Non, mais ça pourrait déraper un peu. Mais heureusement, le bateau coule, donc tout va bien. C'est clair. Bon, il faut dire qu'il a quand même un petit côté mansplainer, bobo, un peu relou. Well, after that, I worked on a squid boat in Monterey. Oh là là. Down to Los Angeles to the pier in Santa Monica. And Ça, on dirait les mecs sur Insta, quoi. 10 cents a piece. why can't I be like you, Jack? Aujourd'hui, ce sera un mec qui est freelance et surfeur la moitié du temps et qui est installé à Osgore. Est-ce que toi, t'as eu un crush sur Leonardo DiCaprio après avoir vu ce film quand t'étais jeune ? Non, je le disais dans l'épisode à l'affiche, si tu l'avais écouté. Pourtant, tu étais présente. J'ai jamais eu de crush sur Leonardo DiCaprio. Vraiment, c'est... je sais pas pourquoi. À part dans Les Infiltrés. Et c'est bien plus tard. C'était vraiment à la fin du lycée, je crois, Les Infiltrés, quand c'est sorti. Et parce que dans Les Infiltrés, c'est un bad boy. Ouais, toi, tu les aimes très virils, en fait. Ouais, exactement. Et lui, il a un côté très androgyne qui a beaucoup plu, je pense, pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur le côté inoffensif. C'est-à-dire que c'est un joli garçon qui a l'air assez jeune et avec une virilité peut-être moins violente et moins impressionnante que plein de personnages masculins qu'on pouvait voir au cinéma à l'époque. C'est devenu une blague, même en ligne, pendant des années, sur les comptes, les réseaux sociaux lesbiens ou des choses comme ça, le fait que Leonardo DiCaprio, c'était le premier crush de beaucoup de lesbiennes parce que il ressemble un peu à une lesbienne un peu butch, quoi. C'est ça, entre lui et Kristen Stewart dans Happiest Season, honnêtement, il y a quasiment aucune différence. C'est la même personne. Mais ouais, moi, je me souviens, à l'époque, vraiment, enfin, ça m'était complètement passé au-dessus. Enfin, ça m'avait même pas traversé l'esprit, alors que, je pense que je disais tout à l'heure, et au milieu coule une rivière, Brad Pitt, pour le coup, à chaque fois que je le voyais, j'étais gaga, quoi. Ouais. Parce que c'est un homme. Mais je sais pas, parce qu'en même temps, au milieu coule une rivière, c'est un mec un petit peu jeune, rebelle et tout ça. Oui, mais c'est vrai que Brad Pitt a toujours dégagé une image de masculinité beaucoup plus prononcée. Oui, c'est sûr. Même dans Thelma et Louise que Leonardo DiCaprio. Sûr. Ouais, quand je regarde les crushs que j'avais à l'époque, c'était ça ou Robert Redford, Steve McQueen ou des trucs comme ça, des trucs de vieux, mais enfin, ils étaient jeunes dans les films que je regardais. Ouais. Mais du coup, il y avait toujours un côté, plus homme, quoi. Leonardo DiCaprio qui était déjà un petit peu connu quand il est arrivé à l'affiche de Titanic puisqu'il venait de faire Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann, qu'il avait aussi vraiment propulsé comme gros crush de l'Amérique. Mais il était plus ado, mais il était jeune adulte quand il a fait ces films-là. Il était quand même vraiment très jeune. Ouais, c'est ça.
Et dans les deux, c'est vrai que oui, c'est un intérêt romantique. Il a l'âge de ses compagnes d'aujourd'hui, en fait. Exactement. Et donc, forcément, ça a lancé une espèce de folie autour de Leonardo DiCaprio, qui a été surnommée ensuite la Léomania. Moi, j'avoue que j'avais un énorme crush sur Leonardo DiCaprio. Pourtant, j'étais une petite fille, mais voilà, je le trouvais... c'est un de mes premiers crushs, je pense, au cinéma. Et ce qui est fou, c'est que j'ai l'impression que même aujourd'hui, où il a plus du tout le même statut en fait à Hollywood, il y a quand même quelque chose qui s'est cristallisé à cette période-là et qui n'est jamais parti. J'ai l'impression qu'il y a aucune autre star masculine à Hollywood qui a le même statut que Leonardo DiCaprio. Je me demande si c'est pas aussi parce que il s'est jamais marié comme George Clooney ou Brad Pitt par exemple, mais le fait qu'il continue à dater plein de meufs différentes, qu'il soit toujours un petit peu insaisissable en fait, lui donne une aura assez particulière. Je sais pas si aujourd'hui ça continue. Pour moi, aujourd'hui, c'est un peu devenu une blague, Leonardo DiCaprio, quand même. À travers son travail, moins, parce qu'il a toujours des très grands rôles ou des choses comme ça, mais dans sa vie publique... Oui, sa vie intime est devenue une blague, très clairement, parce qu'il continue de dater des très jeunes femmes. Mais j'ai l'impression que oui, déjà par les collaborations qu'il a développées après, où il tourne que avec des Scorsese ou des Tarantino, j'ai l'impression qu'il a gardé quelque chose de très pur dans son image d'acteur, en tout cas, qui n'a pas été aussi dilué, par exemple, que George Clooney et Brad Pitt, qui ont fait plein d'autres choses, plein de pubs, plein de comédies. Quand justement il a commencé à tourner avec Scorsese et tout ça, on parlait beaucoup de lui comme l'héritier de De Niro et de Marlon Brando, parce qu'il a cette sorte de charisme, quoi. Et il a un prestige, en fait. Oui, c'est un ça. Prestige vraiment très élevé, limite un peu intellectuel. Mais je pense que celui qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, qui est beaucoup, beaucoup plus jeune, mais dont la carrière ressemble plus à ce qu'était Leonardo DiCaprio à peu près au même moment de sa carrière, c'est Timothée Chalamet, quand même. Oui. Où il y a eu un truc d'androgynie aussi, de mania autour. Il a commencé dans des films d'auteur. Son nom est rattaché à des projets très prestigieux ou des choses comme ça. Et en même temps, il a une vie privée qui est fortement documentée et qui est un peu surprenante par rapport justement à son image beaucoup plus prestigieuse au cinéma. Je suis pas la première à le dire, hein, ça a beaucoup été souligné, mais je trouve qu'ils ont... s'il y a un acteur aujourd'hui qui est dans sa lignée, c'est lui, quoi. Ils ont des trajectoires assez similaires et des trajectoires aussi par rapport à leurs fans assez similaires. Mais par exemple, Timothée Chalamet a fait Dune alors que DiCaprio n'a jamais été dans un projet de science-fiction, tu vois, ou un blockbuster Dune, c'est massif. avec Villeneuve. Et aujourd'hui, Villeneuve, Oui. c'est un grand... il est considéré comme un grand réalisateur prestigieux, quand même. Oui, bien sûr. Cal, le mari de Rose, Futur mari, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense? On le déteste. Ouais, mais on le déteste même trop. On se l'est dit pendant le visionnage où moi je trouve qu'il y a un défaut d'écriture sur ce personnage, c'est qu'il est tellement détestable. Sa gueule est détestable. Ses sourcils sont détestables. Tu le vois, tu sais qu'il est méchant en fait. C'est vraiment, il a la tête de l'emploi. Il n'y a pas une seule scène où il est agréable, où on peut lui trouver une seule qualité. Vraiment, à chaque fois qu'il l'ouvre ou même à chaque fois qu'il entre dans une pièce, on comprend que c'est un connard. Et je trouve que ça manque un peu de nuance, quoi, parce qu'il pourrait au moins être charmant, en fait. Oui, c'est un des plus gros défauts d'écriture du film, je pense. Il y a juste une scène où il ment à Rose pour la faire monter sur un canot. Et là, on a l'impression que c'est le seul moment où il a quand même de la compassion pour elle et il veut la sauver. C'est-à-dire qu'il fait pas ça de manière stratégique. Moi, j'ai jamais interprété ça comme ça. Enfin, moi, j'avais toujours pensé que il voulait sauver son futur mariage ou le collier qu'elle a et surtout, il veut lui faire croire qu'il va sauver l'autre alors qu'il va pas du tout le sauver, qu'il en a rien à faire, quoi. Ça, c'est vrai, mais en fait, le collier, il sait pas à ce moment-là qu'il lui a donné, il s'en est pas rendu compte. Ouais. Et il a aucun intérêt. Enfin, en fait, je pense qu'il a très envie de l'épouser, il la trouve très belle, mais c'est lui qui est très riche dans l'histoire et qui aura pas de souci à se remarier plus tard. Oui, mais il veut les séparer, tu vois. Enfin, pour moi, c'est plus un truc de vouloir les séparer à ce moment-là qu'un truc de compassion pour elle. Je pense que c'est les deux, mais en tout cas, moi, c'est la seule scène où j'ai un petit peu d'empathie pour lui. Parce qu'après, il leur tire dessus direct après, quand même. Oui, complètement. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est un personnage qui est machiavélique, mais pour moi, c'est la seule scène un petit peu rédemptrice et c'est la seule scène aussi où il le joue différemment. J'ai l'impression qu'il a un petit peu plus de bonté dans le regard. Et tu l'as vu bien plus souvent que moi, donc je te fais confiance. C'est ça. Dans les personnages secondaires, il y a aussi Molly, jouée par la légendaire Kathy Bates, qui joue la femme incoulable. Oui, qui était légendaire aussi pour le coup, qui était très connue, qui était une milliardaire nouvelle riche américaine et qui avait pas la langue dans sa poche. Et moi, enfin, c'est mon personnage préféré très clairement. Ouais. C'est vraiment quelqu'un dont tu sens que elle est rejetée par l'univers dans lequel elle évolue. Tu sens que ça a pu la blesser, mais qu'aujourd'hui elle a complètement dépassé ça. Et elle est très charismatique, elle est marrante et surtout, elle a un compas moral que presque aucun de ses personnages n'a.
C'est vraiment elle a une droiture qui est, tout en étant divertissante, qui est vraiment admirable, quoi. Kathy Bates a été tellement bien castée dans ce rôle. Ah oui, totalement. Elle est géniale. C'est vrai que c'est un gros capital sympathie dans le film. Et c'est aussi elle qui permet de faire le lien entre Rose et Jack, qui viennent de milieux sociaux très différents. Donc c'est très très malin d'avoir utilisé ce personnage historique comme outil scénaristique dans l'histoire. Il y a aussi Mr. Andrews, joué par notre chouchou Victor Garber. Tout à fait. Qui joue aussi le papa dans Alias. Et qui est un homme merveilleux. C'est vrai. Qui est assez merveilleux ici aussi. Et puis il a un personnage intéressant parce qu'au final, c'est lui qui a conçu le bateau, donc le pauvre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça qui est quand même très très fort, c'est que c'est un outil d'exposition. Il est là justement pour nous parler de tous les aspects techniques du bateau, nous expliquer qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde sur les canaux, etc. I did the sum in my head. And with the number of lifeboats times the capacity you mentioned, forgive me, but it seems that there are not enough for everyone aboard. About half, actually. Rose, you miss nothing, do you? In fact, I put in these new type davits, which can take an extra row of boats inside this one. But it was thought by some that the deck would look too cluttered. So I was overruled. Mais il est aussi extrêmement incarné et il a des moments qui sont très touchants et aussi un moment qui fonctionne hyper bien au moment où il explique que le bateau va couler. C'est une certitude mathématique. On était toutes les deux très émoustillées par cette scène. From this moment, no matter what we do, Titanic will founder. But this ship can't sink. She's made of iron, sir. I assure you, she can. And she will. It is a mathematical certainty. C'est hot les maths. Ouais, de ouf. Tu vois, encore une fois, on aime les hommes qui savent faire des maquettes. Oui, c'est vrai. Bidouiller des trucs. Ouais. Certes. Parce que c'est rigolo. Pour info, on a déjà beaucoup parlé et on a encore beaucoup de choses à dire. C'est un film de plus de 3 heures et tout a déjà plus ou moins été dit et écrit sur Titanic, sur les aspects historiques du film, tout ça. Donc, si ça vous va, on va plutôt passer en revue les moments les plus cultes du film et écouter surtout comment on a réagi face à ces scènes. Alors là, son chapeau. Et le plan incroyable. Ouais. Ça, c'est du cinéma. Ouais. Ça, sur un grand écran, ça pète. Déjà, il y a la scène d'introduction de Rose qui arrive devant le Titanic, qui est cultissime, évidemment. Est-ce que tu veux décrire ce qui se passe ? Elle sort de la voiture. Non, d'abord, on voit sa main qui apparaît. Et après, quelqu'un l'aide à sortir de la voiture et on voit son chapeau. Et après, on la voit regarder en l'air vers le Titanic. Et là, on voit Kate Winslet, magnifique, avec son grand chapeau, qui a un chapeau un peu, moi je trouve qu'elle a un look un peu My Fair Lady à ce moment-là. Un chapeau violet. Et elle est très belle. Et ça établit tout de suite son statut. Et son statut un peu de petite fille gâtée aussi. C'est-à-dire qu'elle est très consciente de sa place dans le monde. Oui, et d'ailleurs, elle est un peu blasée au début en disant que le Titanic est pas si gros qu'il en a l'air ou... Qu'il n'est pas aussi gros que l'autre bateau qu'elle a déjà pris plein de fois. Ouais. I don't see what all the fuss is about. It doesn't look any bigger than the Mauritania. You could be blasé about some things, Rose, but not about Titanic. It's over 100 feet longer than Mauritania, and far more luxurious. Your daughter's far too difficult to impress, Ruth. Est-ce que tu veux décrire la rencontre entre Rose et Jack ? Il l'aperçoit une première fois, alors qu'il est avec ses potes, les pauvres, depuis leur bout du bateau, là. Et il est déjà intrigué par elle et il comprend que ça va pas trop parce qu'elle est énervée comme ça. Il y a Cal qui vient la voir. Elle fait non, dégage, et elle part. Et il la revoit à un moment, en fait, elle est au bord du bateau. Elle passe par-dessus bord, en fait, pour sauter. Et donc, lui, il la court et il lui dit fais pas ça, surtout, c'est trop dommage. La vie, c'est cool. T'es tellement belle. Voilà, exactement. Il dit pas exactement ça. Mais en gros, il essaie de la convaincre de manière assez maligne de ne pas sauter. Come on, just give me your hand. I'll pull you back over. No! Stay where you are! I mean it! I'll let go! No, you won't. What do you mean, no, I won't? Well, you would have done it already. You let go, and I'm gonna have to jump in there after you. Don't be absurd. You'll be killed. I'm a good swimmer. Tell you the truth, I'm a lot more concerned about that water being so cold. It hits you like 1,000 knives stabbing you all over your body. You can't breathe. You can't think.
At least not about anything but the pain. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est ces scènes-là qui ont provoqué le plus de stress chez toi, parce que tu as le vertige. Oui, j'aime pas les hauteurs. Et je sais qu'elle va glisser, je m'en souviens, tu sais, quand elle marche sur sa robe, là. Bah ouais, ça, pour le coup, c'était très efficace pour nous deux. J'ai beau l'avoir vu 45 000 fois, à chaque fois, ça me fait réagir. Ah, ça me stresse cette scène parce que j'ai le vertige. Stay where you are. I mean it. I'll let go. Non. Je sais comment ça se finit, je sais. C'est là. Ah, c'est horrible. J'aime pas cette scène. Je prenais ma moite. On était à fond. Ouais. Franchement, je trouve cette scène plus terrifiante que le moment où le bateau coule vraiment et ils vont sauter, en fait. Oui. Parce qu'ils sont plus proches de l'eau. C'est clair. Oui, et puis là, on sait que tout est perdu, en fait. Alors que quand le bateau est encore à flot, on se dit, ce serait trop con de se noyer toute seule. Quand tu peux le faire avec 1000 autres personnes le lendemain, en fait. Jack réussit à la sauver. Il se trouve qu'il avait pris le temps d'enlever ses chaussures et sa veste en discutant avec elle pour lui faire croire qu'il allait sauter derrière elle si elle tombait aussi, ce qui évidemment il n'aurait pas fait, ou alors il est vraiment très con. Mais dans tous les cas, quand tous les autres hommes arrivent, y compris le mari de Rose, le fiancé de Rose, mais bon, lui, il lui dit que c'est son mari. Et donc je reprends sa rhétorique. Rose dit, j'ai glissé, c'était hyper soudain, et donc forcément l'espèce de molosse de Cal lui dit, c'est bizarre, c'était très soudain, mais t'as quand même eu le temps d'enlever tes chaussures et ta veste, un petit peu chelou. Et puis, pour remercier Jack d'avoir sauvé la vie de sa fiancée, Cal lui propose un petit dîner de con. Voilà. Donc, il lui dit, d'abord, il veut lui filer $20, et puis il se rend compte que c'est peut-être pas suffisant. Donc, il lui propose de venir dîner avec eux le soir suivant. Ouais, mais c'est un piège, très clairement, tu vois. En se disant qu'ils vont bien se moquer de lui, puisque c'est un plouc. Évidemment, ça ne se passe pas comme ça, puisque Molly, notre sauveuse, lui donne un super beau costard et lui enseigne un petit peu, de manière rapide, tous les codes de la richesse américaine pour qu'il sache comment utiliser sa fourchette, ce qui nous a toujours beaucoup servi dans la vie. Oui, j'ai toujours pensé à ça. On commence par l'extérieur et on va vers l'intérieur. À chaque mariage, je pense à Rose et Jack. Elle lui apprend les codes, mais ce qui est marrant dans la scène, et c'est ça qui la rend assez savoureuse, c'est qu'il est assez naturel et qu'il raconte sa vie et que sa spontanéité et son authenticité font qu'il parvient à conquérir pas mal de la table au final, qui est assez séduite, quoi. Sauf la mère qui est hyper rabat-joie et Cal qui est un gros connard. Donc, And you find that sort of rootless existence appealing, do you? Well, yes, ma'am, I do. I mean, got everything I need right here with me. Got air in my lungs and a few blank sheets of paper. I mean, I love waking up in the morning not knowing what's gonna happen or who I'm gonna meet, where I'm gonna wind up. I figure life's a gift and I don't intend on wasting it. You never know what hand you're gonna get dealt next. You learn to take life as it comes at you, to make each day count. Well said, Jack. Yeah. C'est de loin la meilleure scène du personnage de Jack. Oui, ça l'établit de façon très très charmante. Ouais, c'est ça. Il est hyper charmant. Il a cette réplique pour que chaque jour compte. Carpe diem, am I right? C'est profond. C'est ça. Non, mais en vrai, c'est hyper efficace. Et l'inverse de ce que Cal souhaitait se produit, c'est-à-dire que c'est eux qui passent tous pour des ploucs par rapport à lui, et c'est lui qui, visiblement, profite beaucoup plus de la vie que tous ces riches qui ne savent absolument pas quoi en faire. C'est très populiste, mais... Oui, totalement. Mais ça fonctionne très très bien. Il y a une autre scène très culte qui est la scène de la danse. Rose et Jack, ils commencent à fricoter un petit peu et ils décident de s'encanailler dans les bas-fonds du Titanic. Ils l'emmènent en club, sauf que là, c'est des Irlandais qui jouent de la musique traditionnelle et qui dansent en buvant de la bière. Et Rose est hyper dans son élément. Ouais, mais tu sens que Rose, elle sait s'amuser. Ouais. Tu le sens dès le début, ça, qu'elle a besoin de s'encanailler un peu et qu'elle a envie de ça. Et puis, elle a fait de la danse, donc elle aime bien danser. Et c'est très drôle, puisqu'il y a cette scène cultissime dont tu avais même parlé dans notre épisode à l'affiche, où elle fait des pointes et elle impressionne tout le monde grâce à sa féminité, dans un environnement qui est quand même plutôt viril, pour le coup. Ça aussi, j'ai essayé de nombreuses fois, parce qu'en plus, je faisais de la danse classique pendant des années, et à chaque fois, quand j'étais à la barre, j'essayais en demi-pointe de me mettre sur pointe. C'est impossible. Moi aussi, j'ai essayé, j'ai jamais fait de danse classique, donc tu peux te douter du résultat. Mais clairement, je pense que c'était un des moments les plus inspirants
pour des jeunes spectatrices. Mais ce qui est très drôle, c'est que justement, pour moi, dans nos têtes à toutes les deux, c'était une scène hyper impressionnante. Et en fait, c'est pas du tout la réaction que t'as eue quand on l'a regardé. Oh là là. Après, ça c'est incroyable. Incroyable. Mais meuf, un peu de oui. Un peu de respect pour les pauvres. Arrête de faire ta belle, quoi. Mais oui, en fait, mon truc, c'est qu'elle est invitée là. Et elle est dans ces codes-là, alors qu'elle fait partie de la première classe et qu'elle est hyper riche et qu'elle a accès à tout. Et elle arrive et il faut quand même qu'elle attire la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est qu'elle attire l'attention sur elle. Et puis qu'elle dise, ah bah vous avez pas eu des cours de ballet, hein? Ouais, voilà, c'est ça. Regardez-moi ce que je peux faire. On sait pas danser. Et du coup, il y a un truc où je comprends pourquoi c'est écrit comme ça dans le film. Et évidemment, moi, à l'époque, j'étais, waouh, elle est trop cool, elle arrive à monter sur des pointes. Mais en même temps, elle m'énerve un peu. J'ai envie de lui dire, reste à ta place, quoi. Enfin, c'est pas ton univers. Et respecte un peu, observe. C'est comme quand tu arrives dans un nouveau travail, tu vas pas la ramener en réunion, tu écoutes. Et puis, il y a une des plus belles scènes de ce film, qui est la scène du premier baiser entre Rose et Jack. Ouais. Bah, vraiment, tout ça, ça me passe au-dessus, en fait. Moi, j'aime bien les scènes où elle s'habille. Moi aussi, j'adore les scènes où elle s'habille. Mais celle-là, je reconnais que je l'aime beaucoup aussi parce que je suis très sensible à la musique de Titanic, ce qui n'est pas trop ton cas. Et là, ils sont sur la proue du bateau. Le soleil est en train de se coucher. C'est très, très beau. C'était le vrai soleil de l'époque. Non, parce qu'Anaïs me dit ça 4 fois pendant le visionnage. Non, mais parce qu'il y a énormément d'anecdotes sur le tournage de cette scène qui a été très compliquée techniquement. Kate Winslet en a parlé à plusieurs reprises en disant qu'elle avait besoin de retouches maquillage en permanence, blablabla. Et il y a une anecdote sur le fait que ils ont capté le soleil couchant. Comme on le sait, ça va très vite quand le soleil se couche. Et donc, ils n'ont pas eu énormément de temps pour capter vraiment l'image qu'il fallait. Et donc, il y a une partie, il y a un plan, parce qu'il y a plein de plans dans cette scène, mais il y en a un qui a utilisé de la lumière naturelle et après ils ont dû reconstituer cette lumière dans les autres plans. Mais il y a ce moment où la caméra tourbillonne en fait autour d'eux, il y a la musique qui résonne derrière, qui est ensuite la musique qui a été reprise par Céline Dion et ça marche très très bien. C'est là où elle vole, quoi. C'est ça, c'est là où elle vole et c'est la scène qu'on recrée dans la cour de récré avec les bras étendus. Et c'est vrai que honnêtement, le romantisme de ce film, c'est pas ce qui me touche le plus, mais je crois que c'est la musique qui me touche le plus, enfin, ou en tout cas qui appuie vraiment sur un truc viscéral de mon enfance. Et donc là, dès que j'entends la musique, je commence à être émue, alors que bon, c'est une scène de baiser. Ouais, mais c'est vrai que c'est très beau. Je suis pas touchée trop par la beauté du truc, enfin, parce que je trouve ça un peu cucu, honnêtement. Mais je trouve qu'en termes de scène de baiser, c'est peut-être la plus mémorable de tous les temps. Ouais, donc il y a un côté quand même, c'est inoubliable. C'était le truc que tout le monde a retenu. Enfin, il y a quand même un bateau qui coule avec des milliers de personnes qui meurent pendant 2 heures de ce film. Et quand tu sortais de ce film et que ce dont tu parlais pendant des mois et des mois et des années, c'était le côté Jack I'm Flying et c'était la scène du baiser, quoi. C'est le truc qui est devenu le plus emblématique de ce film. Donc, c'est vraiment très, très réussi pour une première scène de baiser. Après, j'y suis pas sensible d'un point de vue romantique et même d'un point de vue esthétique. C'est pas vraiment... C'est un peu trop, tu vois. Le coucher de soleil et le vent et le bateau. Enfin, oui, mais je pense que c'est comme plein de scènes de ce film, et on s'est fait la réflexion à d'autres reprises, qui sont un peu cucu, mais en fait, ça marche parce que je pense que je les ai vus dans un contexte assez naïf. Oui, puis il y a tellement de morts après que ça compense en fait. Ouais, et c'est un marqueur de l'époque aussi, c'est-à-dire que si on voyait un film qui faisait ça aujourd'hui, on lèverait les yeux au ciel. Oui, bien sûr. Mais dans ce film-là, fait il y a 25 ans, ça reste très mémorable. C'est trop beau. Non. Oh, c'est niais. Ça, arrête. Non, franchement, de ça, je suis pas fan. Je trouve ça naze. Avec la musique derrière et tout ça. La musique, elle est trop belle. Désolée par la mastication. Ouais, désolée. Bon, vraiment, il faut le savoir, je suis à 98% cœur de pierre et à 2% cœur d'artichaut. Et ouais, ce podcast, je pense, va un peu vous surprendre. Ouais, franchement, il y a une inversion des rôles qui est géniale. Moi, j'adore. Pour une fois que c'est moi la cynique, ça me plaît bien. Ouais, et puis là, vraiment, j'ai révélé une vulnérabilité dans cet épisode pour laquelle vous n'êtes sans doute pas prêts. J'ai vraiment des frissons. C'est quoi, t'as des frissons? Ensuite, il la dessine comme une femme française.
Alors, cette scène, elle est devenue cultissime aussi. Et ce qui est intéressant, c'est, tu le disais dans l'introduction, c'est que c'est une scène avec un regard très tendre et qui est pas forcément, elle est nue, mais comme c'est elle qui initie la séquence de dessin et qu'en plus, il y a un regard sur elle qui est pas un regard objectivant, en fait, qui est un regard très sensuel et érotique, mais qui est pas du tout dérangeant. Ouais, qui est très respectueux. Et c'est vrai que je sais pas si on peut parler de female gaze de la part de James Cameron. Par contre, c'est vrai que c'est un personnage féminin qui prend totalement le contrôle de la manière dont son image va être reproduite. Et ça, c'est vrai que c'est assez jouissif. Je pense que c'était très novateur aussi pour nous à l'âge où on l'a vu de voir ça. Mais c'est elle qui dit je veux être nue, c'est elle qui dit je veux me mettre comme ça, je veux que tu me dessines. Elle prend totalement le pouvoir dans cette scène et c'est hyper beau à voir. Et ensuite, ils font la course dans tout le bateau. Et alors là, c'est très pratique parce que ça nous permet de voir tout le bateau juste avant que tout le monde meure. Ouais. Donc, c'est un super truc d'exposition aussi. Moi, je trouve que c'est un truc qui manque un peu dans le film, c'est qu'on voit pas assez le bateau. Moi, je pense qu'on le voit bien. On le voit très, très bien. J'aurais aimé une visite guidée de chaque cabine, tu vois. C'est vrai, mais ça aurait pas été le même film. Non, mais on le voit très bien. Dans cette scène, en fait, ils passent à tous les niveaux. Ils vont jusque dans la salle des machines et ils se retrouvent au final dans l'espèce de garage où les voitures sont gardées et ils font l'amour. Pour la première fois. C'est beau quand il traverse la salle des machines au ralenti. Ouais, ça c'est vraiment très beau. Il y a un moment, il y a un plan en fait où il y a un ralenti sur sa robe à elle qui est assez éthérée. Enfin, c'est une robe blanche très légère qui est en train de flotter au milieu de ces machines qui sont toutes. Enfin, il y a qui traversent la vapeur. Voilà, et les cendres. Enfin, il y a c'est rouge. C'est très 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 beau. Ouais, et puis utiliser justement ce cadre ouvrier comme un cadre hyper romantique, c'est très malin et c'est très réussi. Donc ils font crac-crac. Oui, et il y a le moment de la main. Il y a tellement de trucs cultes en fait dans ce film que... C'est vrai que le moment de la main, je crois que c'est peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune parce que c'est évocateur. Alors que quand elle est en train d'être dessinée, c'est explicite, relativement explicite. Et là, moi je savais pas vraiment ce qu'ils étaient en train de faire dans la voiture, mais tu comprends qu'ils sont en train de faire quelque chose qui les a fait transpirer et qui fait qu'elle a posé sa main sur la vitre après. Et ouais, moi je pense que c'est vraiment un souvenir de incompréhension intriguée, tu vois. T'étais troublée. Bah ouais, parce que en plus, ils ont froid, ils grelottent, ils transpirent, donc on sent qu'il y a, quelque chose qui est en train de se passer physiquement pour eux. Et puis, ce qui est marrant, c'est que avant que cette scène commence, je te dis, elle va lui lécher les doigts, genre ça va être hyper explicite. Et en fait, non, elle lui fait juste des petits bisous sur les doigts. Mais je pense que c'est mon regard d'enfant qui a interprété ça comme un truc hyper sexuel tout de suite, et où dans mon souvenir, elle lui lèche les doigts carrément, et c'est beaucoup plus grossier que ce qu'elle fait dans le film. Mais je pense que ça montre à quel point ma vision a été déformée à l'époque. Tu te souviens, toi, de quand t'as vu la scène pour la première fois, ce que t'as ressenti ? Non, honnêtement, moi, j'ai l'impression que ce film m'avait beaucoup plus marqué pour les costumes et pour les décors et tout ça, et pour les interactions, genre le dîner ou des choses comme ça, que ces moments-là. Je sais pas ce que ça dit de moi, mais après, je suis sûre que j'avais été marquée par ça à l'époque. T'avais pleuré quand tu l'as vu pour la première fois ? Oui, bien sûr, mais pas à ce moment-là. Contrairement à toi, aujourd'hui, parce qu'on va l'entendre, c'est cette scène qui a déclenché les premières larmes. Oui, et je sais pas pourquoi, parce que c'est pas une scène que je trouve touchante, contrairement à beaucoup d'autres scène du film, mais je pense que je savais que ça allait monter à un moment. Et là, disons que cette scène arrive pile au milieu du film, enfin juste avant le milieu et juste avant la collision avec l'iceberg. Et c'est vraiment pile au milieu du film. Et donc après, on bascule dans un film catastrophe. Et c'est le moment où moi, je me mets à pleurer à chaque fois que je vois ce film. Et donc là, sentant que ça allait arriver, il y a un bouton sur lequel qui a été déclenché et on va l'entendre. Tu pleures ? Ouais, ça y est, je commence. Putain, les valves sont ouvertes. Juste après avoir consommé leur amour, ils se prennent un iceberg. Et c'est de leur faute, hein. C'est totalement de leur faute. C'est parce qu'ils se faisaient des bisous sur le pont du bateau et que là, les deux mecs qui sont censés surveiller les icebergs, les deux responsables iceberg du Titanic, sont distraits. Ils les regardent et ils disent « Ah, t'as vu, c'est beau l'amour, ha ha ha, on se les pèle, non ?» Et là, paf, ils tournent la tête. Non, un iceberg. Voilà. Et c'est sans doute probablement comme ça que ça s'est passé dans la vraie vie. Tout à fait. Comment ils l'ont pas vu ? Avec leur petite tasse. Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Thank you. Iceberg, right ahead! On the starboard, starboard!
C'est trop bien parce qu'on l'entend, ça marche tellement bien. Non mais c'est vrai, on le connaît par cœur et il y a quand même une tension qui se reproduit même pour le millième visionnage. Oui, c'est un très bon moment. Ouais. Et la musique de James Horner, qui a aussi fait la musique de Braveheart, est excellente. Donc là, on passe à la moitié film catastrophe de ce film. Tu préfères quelle moitié entre les deux ? Il y a des trucs que j'aime bien dans les deux moitiés. Je pense que les deux mériteraient d'être plus courtes. Et qu'après, ce serait parfait. Mais... Si tu devais choisir d'en revoir qu'une, genre de revoir 1h30 de ce film. Ah bah ça, je l'ai déjà fait, c'est la première. Ah ouais, moi, ce serait la deuxième. Mais en vrai, en le revoyant là entièrement, j'avoue que la deuxième est meilleure en fait. Parce que elle est moins justement dans le truc cucu et tout ça. Mais en fait, il y a tellement d'émotions dans la deuxième que c'est un investissement, tu vois. Ah bah c'est sûr que c'est éreintant. C'est ça. Surtout pour toi. Ouais, c'est ça. Mais ouais, pour moi, le côté film d'action, film catastrophe, film horrifique qu'il y a dans la deuxième moitié, c'est clairement des genres qui me parlent beaucoup plus. Et je pense que si je devais choisir, je démarrerais le film maintenant. Enfin, pour un revisionnage où je sais que j'ai que 1h30 devant moi, je démarre à partir du moment où il touche l'iceberg. Je mets un peu, genre 5 minutes de Bill Paxton au début quand même, pour le mater. Et après, on passe à l'iceberg. C'est la panique à bord, il commence à remplir les canaux de sauvetage. Vous le savez sans doute, si vous avez vu ce film et entendu parler du Titanic, il n'y avait pas assez de bateaux pour tout le monde. C'est un peu le gros point d'intrigue de ce film. Les gens commencent à se battre pour monter sur les canaux. C'est une énorme source de stress. Et ce qui est marrant, c'est qu'on pourrait croire qu'au moment où vraiment le Titanic est en train de couler, on en aurait enfin fini de l'histoire entre Cal et Rose et du conflit entre eux. Mais non, le film va vraiment jusqu'au bout avec ça. En même temps, c'est un outil de tension très, très efficace. Non, en vrai, c'est très bien fait, ce film. Mais du coup, il y a encore plein de scènes d'interaction et de tension entre Rose et Cal, et aussi où la tension avec Cal va créer des situations où, par exemple, Jack va être emprisonné, enfin menotté dans une salle, dans un étage très bas du Titanic. Elle va devoir aller le sauver dans l'eau et tout ça. Tout ça, c'est à cause justement de sa relation et du grand méchant, qui n'est pas l'iceberg au final, qui est Cal. Tout à fait. Et on a un autre moment, entre guillemets, badass d'émancipation féminine de Rose. C'est un moment où Cal essaye de la retenir pendant que elle court vers Jack. Et que donc, il est complètement insulté puisque là, ça devient explicite, le fait qu'elle préfère Jack à lui. Plus tôt dans le film, Jack avait appris à Rose à cracher comme un homme. C'est dégueulasse. Moi, ça m'avait beaucoup marqué cette scène quand j'étais petite. Moi aussi. Et je me souviens qu'on essayait aussi après la cour de récré. Mais la manière, sa technique implique quelque chose de très nasal, qui m'a toujours un petit peu dégoûtée. Et donc là, au moment où Cal est en train de la retenir, elle met à profit son nouveau savoir, ses nouvelles compétences, et elle lui crache un bon gros molar dans la gueule. C'est ignoble, et en même temps, on a envie de lui dire bravo à toi. Elle va lui cracher dessus, ça va être trop bien. I'd rather be his whore than your wife. Bim! No! I said no! C'est pas mal. Tu l'as dit, il y a une longue séquence où Jack et Rose sont coincés aux étages inférieurs du paquebot, puisque Jack a été accusé d'avoir volé le cœur de l'océan et donc il a été menotté à un tuyau. C'est pas ta partie préférée du film, mais je reconnais que moi non plus. Non, après, c'est malin parce que ça crée une tension supplémentaire dont on n'a pas forcément besoin quand un bateau avec des milliers de personnes est en train de couler, il y a de la tension. Mais Cameron, qui est un peu le roi des films d'action quand même, il est doué dans ces moments-là, donc c'est très intelligent de faire ça parce que ça ajoute une couche supplémentaire sur la tragédie qui est en train de se passer, c'est qu'il y a un truc d'action entre... Sinon, il serait juste en train d'attendre les canaux. Donc, oui, en fait, là, du coup, on a deux personnages qui sont forcés d'être dans la partie qui est déjà à moitié immergée. James Cameron, qui est effectivement un spécialiste de l'action et aussi de l'immersion, puisqu'il avait déjà fait Abyss avant. Donc, il aime vraiment les films où les gens sont dans l'eau. Avatar 2, pareil. Beaucoup de gros poissons. Et ouais, c'est juste que c'est un peu pénible parce que ça fait partie de ces séquences qui sont très frustrantes parce que t'as envie qu'ils s'en sortent et ils n'arrivent pas à se libérer et t'étais très frustré pendant qu'on regardait ces moments. Rose! Bon, il reste combien de temps? 1h. 1h14. Pourquoi ça t'énerve? Mais parce que ils sont, elle est conne, il y a personne qui peut aider là. Il faut trouver un truc pour ouvrir. C'est ce qu'elle va faire. Tu connais le film, Marie? Oui, mais bon, ça m'énerve. Elle va trouver une hache. Oh là là, c'est trop bien fait.
C'est énervant. C'est énervant. Ce que ces réactions-là montrent très bien, c'est que cette partie du film est vraiment une partie horrifique. Et donc, Oui, t'as les mêmes évidemment. réactions que devant les films d'horreur où t'as envie de les buter parce qu'ils prennent pas les bonnes décisions, qu'ils sont pas assez efficaces. Mais ça marche très très bien. Quand elle est toute seule dans le noir, enfin que les lumières clignotent, Ouais. qu'elle est à moitié immergée, c'est génial. Moi, j'adore ces moments. J'aurais aimé qu'ils durent plus longtemps. Ah non, moi, ça me stresse, en fait. Ça fait beaucoup d'eau. Hein. Et il y a quelqu'un qui va la noyer aussi. Ouais, c'est vrai, il y a un moment. Ça en passe des choses en ce moment, putain. Oh là 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 là. Oh là 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 là. On dirait qu'en Frodon, il... Oh là 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 là. Des nouvelles vocalises. J'adore. Et puis de mon côté aussi, on débloque des nouvelles options dans mes réactions humaines que vous ne connaissiez peut-être pas, vous, cher public. Ouais, mais toi, tu les connaissais, j'imagine. Oui, mais d'habitude, je fais ça en privé. Donc là, j'avoue que je vais me révéler un petit peu. Je l'avais dit dans notre épisode de préparation, il y a, je pense, 3-4 films sur Terre qui déclenchent ce genre de réaction où à partir du moment où le seau est rompu, où les vannes sont ouvertes, je ne peux plus m'arrêter de pleurer. C'est quoi les autres ? C'est Lady Bird, Portrait de la jeune fille en feu et Les Heures, The ouais. Hours. C'est vraiment des films où quand je sais que j'ai besoin de pleurer pour relâcher de la tension, je sais qu'il faut que je lance ces films parce que c'est physique, ça va déclencher un truc et pleurer ça fait du bien, ça sécrète même de la sérotonine. Et là clairement ouais, j'avais déjà un petit peu commencé et les vannes se sont ouvertes de manière incontrôlable. T'es en train de pleurer là? Pourquoi tu pleures? Parce qu'il les a menacés, il avait pas de balle dans son front. Et alors? Mais parce qu'il a peur comme tout le monde. C'est horrible. Mais tu trouves pas ça émouvant? Qu'il les a menacés avec rien dans le flingue? Mais non, mais parce que son flingue était vide et parce que c'est le mec, il est face à des circonstances horribles et il a peur comme tout le monde et en fait, ça a beau être l'autorité sur le bateau, il emmène pas plus large que les autres, tu vois. Et je trouve ça vachement beau. Oh. C'est mes préférés. Mais oui. Mais non, là, ils vont commencer à... C'est quand ils commencent à jouer des trucs tristes. Bah ouais, faut me mettre une petite marche funèbre, là. Hein. Mais quand ils mettent Ce n'est qu'à nous revoir, ou je sais plus quoi, ils ont pas ça à un moment. Mais lui, il est trop bien, Murdoch. Tu t'es beaucoup moqué de moi. C'est de bonne guerre, vu ce que j'ai pris dans la tronche ces dernières années. C'est vrai. Et puis je pense que c'était surprenant aussi pour toi, que t'as pas l'habitude de me voir comme ça, en fait, même quand on regarde des films ensemble. Pas devant des films. Je t'ai déjà vu pleurer. On est amis depuis 10 ans, c'est normal. Tu m'as déjà vu pleurer aussi dans d'autres conditions que devant des films, mais je t'ai jamais vu te pleurer comme ça devant un film, ça c'est sûr. Non, mais il va mourir. Waouh. Il y a beaucoup d'émotions. Hein. Oui. Oh là là. C'est beaucoup trop d'émotions. C'est tellement beau. C'était compliqué pour Anaïs. Et ça, vraiment, c'était que le début de cette partie. Mais voilà, c'est rien, là. Ça fait que commencer. Bah, je sais. Quel lâche, quel putain de lâche, je le déteste. Regarde le visage de l'autre là, c'est magnifique. Je suis très investie dans ce film. Bon, toi, pendant que tu te plaignais des décisions de Rose qui trouve une place dans un canot et décide de remonter sur le Titanic, c'est vrai que c'est un peu con, tu râlais, moi on m'avait totalement perdu. Là, elle est vraiment conne. Là, elle est conne. Non, mais désolé, mais non. Toi, t'es en train de chialer, là? Oui. Ah, sa connerie, j'espère. Mais non, parce que la musique, elle est belle. Oh, putain. Waouh, ok. Non, mais t'imagines, t'as eu une date Tinder et tu refuses ta place dans... Bah, si le date, il est bien. Mais non. En fait, le truc qui est chiant, c'est que ça sert à rien qu'elle revienne. Elle va pas le sauver, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais ça, on ne sait pas, elle le sait pas non plus. Il réalise pas ce qui est en train de se passer. Mais bien sûr que si, elle réalise. Quelle est conne. La meuf, elle voulait mourir il y a 2 jours, elle s'en tape. I jump, you jump. Bah ouais, elle est trop conne. C'est trop beau.
Why did you do that? Est-ce que tu pleures quand t'écoutes du Enya? Non, pas du tout. Burke. Mais t'as dit c'est la musique. Oui, mais là c'est pas du Enya, non mais là je pense que c'est vraiment la partie du thème musical qui m'émeut le plus de tout le film. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ce moment me déclenche un truc là, même de le réécouter, ça m'émeut quoi. Je sais pas pourquoi. D'accord. Mais non, je trouve ça très. En fait, c'est parce que ça fait que monter dans les aigus. Je sais pas, il y a un truc. Il y a une telle démesure dans l'émotion aussi, et je pense que on l'a bien compris depuis des années maintenant que je suis plutôt dans la répression généralement des émotions, et là il y a un truc où ça lâche quoi. Ah ouais, et je trouve ça bien. beau. Bah ouais, mais je suis contente. Je pense qu'il faut savoir exprimer ses émotions. Ah mais je suis d'accord, moi je les exprime tout le temps. C'est donc, ça. Et moi, j'ai devant beaucoup appris de Titanic. toi. Ouais. Bah c'est ça. En fait, Titanic, c'est un peu mon exutoire pour toutes ces fois où je n'ai pas exprimé, tu vois, ce que je ressentais à l'intérieur. Mais oui, au fond de moi, je suis une personne sensible. Bah oui. Bon, et après, là, on a l'enchaînement qui est vraiment fatal de tous les moments les plus émouvants de ce film. Et alors là, j'étais clairement très, très émue, mais on va l'entendre toi aussi. Ouais, moi aussi, mais même si en fait ton émotion a un peu anesthésié la mienne. Je comprends ce que tu veux dire quand ça t'arrive aussi, quand je pleure à côté, parce que du coup, je suis tellement amusée par ce que j'ai à côté de moi que j'ai du mal à me concentrer sur ma propre... Oui, et puis ça prend de la place. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui est en train de pleurer de manière démesurée ou de hurler à côté de toi, ça prend beaucoup de place parfois pour en laisser à tes émotions à toi. Donc je comprends parfaitement, mais c'est vrai que voilà, j'étais partie quoi. Et un des moments qui me touche le plus, c'est le commandant Murdoch, donc un des hommes qui assure la sécurité et qui est chargé de remplir les canaux, qui tire à plusieurs reprises sur des gens dans la foule parce qu'il y a une panique, et donc il tue quelqu'un, et ensuite il est tellement déshonoré par ce geste-là, puisque on comprend que c'est un homme aussi un soldat, donc quelqu'un qui a énormément d'honneur. Il ne peut pas vivre avec ce qui est en train de se passer et ce qu'il vient de faire, et donc il se tire une balle dans la tête, et je trouve ça vraiment tragique. Oui, mais là, lui, il s'est déshonoré. Il va se tuer. Ah, c'est là où il se tue? Oui. Oh, c'est horrible. Je t'adore. C'est horrible. Non, mais en fait, je pense que ça va faire les trucs. Il a perdu tout honneur. Il a perdu tout honneur. Ensuite, on a le capitaine du bateau. Ça m'a toujours déchiré le cœur. Ouais. Le pauvre, son dernier voyage. Ouais, son dernier voyage, et il va dans sa cabine tout seul de capitaine, il se met à la barre du bateau et il laisse l'eau faire éclater les vitres et le submerger. C'est triste. Oui, on peut le dire. C'était son dernier voyage en plus. C'est horrible. C'est tellement tragique. Ah, c'est sûr que c'est tragique. Hein. Ensuite, c'est le moment des musiciens qui sont en train de jouer de la musique sur le pont du bateau, décident de s'arrêter en se disant « Bon, là, c'est vraiment la panique, c'est bon, c'était un honneur de jouer avec vous, maintenant tout le monde rentre chez soi. » Et puis en fait, il y en a un qui décide de rester et de continuer à jouer, les autres l'entendent et se disent qu'eux aussi vont le rejoindre pour jouer jusqu'à leur mort, en fait, sur le Titanic. C'est même devenu une expression de parler de l'orchestre du Titanic pour parler de situations désespérées et aussi de la beauté qu'on peut trouver dans des situations désespérées. Et il y a eu plusieurs recherches pour savoir si effectivement les musiciens avaient joué jusqu'au bout ou pas. Et je suis pas sûre que ça a été prouvé au final. Je crois qu'on ne saura jamais si ça s'est vraiment produit, mais c'est pratique comme réponse. Mais au cinéma, ça fonctionne très très bien. Plus près de toi, Seigneur, c'est ça. Oh. Alors ça, c'est vraiment... C'est trop triste. Mais oui, c'est le gros moment. Je suis d'accord, à chaque fois je pleure devant ce moment, mais là je peux pas en fait. Ça y est, tu vois ce que ça fait d'être moi. Ça. Je suis désolée, c'est plus triste que Harry Potter qui meurt pendant 2 secondes avant de revivre. Ça, je suis d'accord. Oh non. C'est pas une compétition de tristesse, Anaïs. Non, c'est vrai. C'était un peu gratuit, ça. Totalement. J'ai essayé de retrouver le contrôle sur mes émotions, alors j'ai fait un peu de bashing. Bon, il y a quand même un moment qui a réussi à susciter une émotion chez toi, parce que tu l'avais déjà dit en plus que c'est un des moments qui t'émeut le plus. En plus, ça, pour le coup, ça a été vérifié et avéré. Enfin, je sais pas s'ils sont morts dans le lit comme ça, mais c'est un vrai couple de vieux.
Il y a un couple de vieux qui est mort sur le Titanic, bah ça me surprend pas. Non, où elle a refusé même de monter pour mourir avec son mari et tout ça. Oh là C'était là. un couple de vieux très riches. C'est une histoire vraie, donc il s'est inspiré d'un vrai couple. C'est comme quand tu vois aussi Guggenheim, qui prend son cigare et qui attend la mort ou je sais pas quoi. Oui, qui reste avec son nœud pape et son brandy. Exactement. C'est peut-être des légendes qui ont été créées autour de ces personnages, mais c'est vraiment des personnages qui sont morts à bord du Titanic. Et ce couple, il est devenu assez légendaire. Et du coup, ce moment qui est un instant qui est juste saisi comme ça, mais que je trouve bouleversant en fait de les voir. C'est la scène, pour ceux qui s'en souviennent pas, déjà comment osez-vous, ils sont redescendus dans leur cabine et ils se sont mis dans leur lit et ils s'enlacent. Ça m'émeut rien que d'y penser. Et ils laissent venir les flots ensemble pour mourir ensemble. Je trouve ça très très beau. Ben, ça fonctionne très très bien. Ah, c'est ça. Ah là là. Oh. Ça, c'est triste. Ça, c'est horrible, ça. Après cette succession de tragédies individuelles, il y a la tragédie générale, c'est-à-dire que le bateau coule enfin. En plus, au début, on avait une petite explication assez pratique en 1996, dans les scènes en 1996. On nous expliquait comment le bateau avait coulé. Donc là, on le voit en vrai. Et du coup, il y a plein de gens qui se retrouvent dans la mer alors que les canaux sont pas très loin et les canaux reviennent pas. Parce qu'ils ont peur d'être embarqués par les gens qui sont désespérés de monter et ils ont peur d'être coulés, quoi. Ce qu'on peut comprendre, mais c'est quand même aussi horrible. Ouais. Et du coup, ils sont sur leur canot à écouter des gens mourir comme ça à distance. Et c'est là qu'on voit à quel point Molly est une femme d'honneur parce qu'elle dit c'est pas possible, on peut pas laisser. Et elle se tourne vers les autres femmes. Elle dit c'est vos maris qui sont en train de mourir là-bas et vous en avez rien à faire. Et elles restent toutes comme. I don't understand a one of you. What's the matter with you? It's your men out there. There's plenty of room for more. Ouais, cette scène est trop belle. Ouais. Et après, il y a un homme, un seul canot va revenir. D'ailleurs, ils le disent, c'est Ross qui le dit en voix off. Il y a qu'un seul canot qui va revenir. Et il est mené par une sorte de capitaine de canot, là, qui, lui, va prendre l'initiative. Et ça t'a beaucoup ému. C'est lui qui veut la ramasser. Lui, il est malin. Mais oui, ça c'est un mec honorable. Putain. J'étais inconsolable en fait. D'ailleurs, on s'est demandé ce qu'on ferait dans la même situation. Et évidemment, on savait ce que toi tu ferais si le Titanic coulait. Je me fatigue. Ah, moi, je ferais comme lui. Hein. Moi, j'aurais fait comme le mec avec son flingue. Là. Tu te serais suicidé? Ah ouais, là... Non, mais moi, en vrai, je serais dans un de ces canaux. Hein. Toi, tu serais montée la première. Bah, c'est où la première classe du bateau de sauvetage, s'il vous plaît? Exactement. Vous avez pas prévu de couverture? Non, j'avoue, moi je suis sûre que je serais dans un canot. C'est clair, j'y crois aussi. Filoute de ouf en plus. Moi en vrai, je pense que des années du Festival de Cannes et des longues files d'attente et du système très injuste de files du Festival de Cannes, qui est devenu obsolète récemment, m'ont appris aussi à filouter et je pense que je réussirais. Mais en même temps, ce serait hyper dur pour ma conscience, quoi. Bah, ça dépend. Si j'étais une femme de première classe, je me dirais, c'est normal. Oui, je le mérite, je suis riche. Oui, non, alors que si t'es une femme de 3e classe, tu te dirais, bah, fuck les riches, je voulais bien mis à l'envers en réussissant. C'est la 2e classe. Voilà, c'est ça. Mais quand tu sais qu'il y a un nombre de places limité, enfin, tu vois, quand tu grilles quelqu'un dans la file au self, la conscience est très vite lavée. Quand tu grilles quelqu'un dans la file pour monter dans un canot ouais, mais là, il n'y a pas sauvetage, vraiment de file, en fait. Et c'est les femmes et les enfants d'abord, tu vois. C'est vrai. C'est vrai que nous, on est des femmes, donc bah oui, on passerait d'abord. Il faut bien qu'il y ait un avantage à être une femme à cette époque. C'est clair. Bon, et puis après, il y a la fameuse partie sur la planche. Oh là là, la planche. Ouais. On ne va pas refaire le débat, est-ce qu'il y avait suffisamment de place ou pas. Comme tu l'as dit, c'est très chiant, ce débat, on s'en fout un peu. Oui, et puis je pense que la planche aurait coulé, honnêtement. Mais voilà. Il faut avoir une opinion. Ce qu'il faut retenir, surtout, de toute cette séquence, c'est qu'elle est longue, et qu'à ce stade, on est déjà à 3 heures de film, qu'on sait en plus que ça va mal finir, et que c'est un petit peu plus statique que toutes les scènes où ils sont en train de courir partout dans le bateau. Bah oui, donc forcément, voilà, c'est un petit peu chiant, et on en avait toutes les deux un petit peu marre. Ouais, c'est bon. Ouais, franchement, ta gueule. Après, il va chanter Joséphine, la machine à laver, là. Ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, meuf.
Allez, chop chop. En plus, ce film doit finir à un moment, quoi. Oh, allez débarrasse-toi de lui, là. Oh, non. Oui, il est mort. Allez. Jack. Oh Jack. Putain, ça ralentit, le point. Jack. Mets-toi à sa place. Oui, mais je me mets à sa place. La survie. Non, mais ce mec, elle le connaît depuis 2 jours, en fait. Oui, mais c'est la seule personne qu'elle aime. Oui, mais enfin, c'est bon, elle en aimera d'autres. Elle le connaît depuis 2 jours. Elle connaît jusqu'au bout. Oh là là. Bon, c'est vrai qu'à ce stade, Jack, il est congelé comme un fin de jus. Il est temps de le déposer au fond de l'océan, de lui dire adieu une dernière fois et d'aller siffler dans son petit sifflet. C'est un peu pénible. Après, la première fois que j'ai vu ce film, ça a très très bien marché, cette séquence, évidemment, parce que tu sais pas ce qui va se passer, donc tu sais pas si elle va... Enfin, tu doutes qu'elle va survivre vu qu'elle raconte l'histoire. Mais t'espères que lui aussi va se décongeler, oui, en fait. C'est ça. Et en fait, non, il est vraiment... donc voilà, j'avoue que même moi, à ce stade, j'en pouvais plus. Adieu, cadavre de mon ex que j'ai connu pendant 2 jours. Ah bah voilà. Bye bye. Bon, la fin, on revoit Rose qui est vieille sur le bateau. Elle a raconté toute son histoire, tout le monde est triste. Elle jette le cœur de l'océan dans l'océan. Elle fait « Ah !» et elle le jette. On s'en fout un peu. Enfin, perso, c'est pas la partie qui m'émeut le plus. Par contre, il y a une partie qui m'émeut beaucoup. C'est qu'on voit donc Rose, la vieille Rose, aller se coucher dans son lit, dans le bateau où elle est en 1996. Et là, on voit toutes les photos qu'il y a sur sa table de nuit et qui montrent toute la vie qu'elle a pu vivre. Après ça, j'ai des frissons rien qu'en parlant. Après la mort de Jack et le fait que voilà, elle s'est fait passer pour morte et qu'elle a vécu tout ce qu'elle a promis à Jack qu'elle allait vivre, même sans lui. Et elle s'endort. Surtout sans lui, j'ai envie de te dire. Ouais, elle s'endort ou elle meurt. On sait pas trop. Mais ce qu'on sait, c'est que on arrive dans son inconscient. Et là, on la voit à nouveau dans le Titanic, qui n'a pas coulé du tout, qui est en parfait état. Et elle monte les escaliers où elle avait retrouvé Jack pour la première fois avant le dîner. Leur position est inversée. Surtout, ce qui est beau, c'est qu'il y a tous les gens qu'elle a croisés sur le Titanic pendant ces jours-là. Et qu'on a croisés aussi. Et qui sont morts sur le Titanic. Son ex n'est pas là, du coup. Et ils la regardent tous d'un air admiratif. Encore une fois, si c'est son inconscient, on voit bien qu'elle a envie d'être la star. Ils sont tous en train de l'applaudir, littéralement. Ouais. Et ils lui font une haie d'honneur. Et en haut de l'escalier, il y a Jack qui l'attend dans son costard. À la base, il l'attendait en bas de l'escalier. Et là, il attend en haut de l'escalier. Ouais, et il se retrouve. Voilà, et tout le monde l'applaudit et fait une haie d'honneur. Et donc, on peut aussi imaginer que peut-être elle est en train de mourir, que maintenant, ça y est, elle a rejeté le cœur de l'océan dans l'océan, qu'elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre et qu'elle arrive un peu au paradis, entre guillemets. Oui, qu'elle les retrouve tous, quoi. Ouais. Ces gens qu'elle a connus quelques jours. Et par contre, elle ne retrouve pas son mari avec qui elle a visiblement passé des années, vu qu'elle a eu des enfants. C'est ça. Mais c'est pas grave. Ce moment qui est un peu kitsch au début, puisqu'il y a une espèce de fondu où on retrouve le Titanic. En fait, on traverse la carcasse du Titanic et avec des effets numériques, ils le font rajeunir et revivre. C'est hyper beau. Oui, non, ça marche très bien. Ça, j'adore. Ouais, moi aussi, j'aime bien. C'est un peu cheap, genre si on voyait ça aujourd'hui, on serait là. Oh. Ouais, mais en même temps, ça marche bien. Ouais. Oh, ça, c'est attendre. Ils sont tous là. C'est vrai qu'ils sont tous morts, du coup, elle les rejoint. Mais oui. Donc ça va faire, hein. En plus, elle est en blanc. Non, mais j'avoue, moi aussi, ça m'émeut, mais... Et enfin, après 3h17 de film, le moment que l'on attend tous arrive. And now, Céline Dion. Every night. Oh, mais oui. Mais oui. C'est tellement beau.
D'ailleurs, on s'est toutes les deux un petit peu essayé à la chanson en regardant ce film, avec des résultats mitigés. Allez, je l'adore. Oh, les deux, je les adore. Take it to see Mr. Murdoch. C'est magnifique. Qu'est-ce que cette œuvre t'a révélé de moi ? Ça m'a pas révélé, je le sais. Hein. Tu as beaucoup d'émotions en toi. Beaucoup. C'est clair. Qu'est-ce que ça t'a révélé de moi ? Bah, c'est marrant parce que je crois que c'est la première romance qu'on voit où t'es vraiment pas emporté par la romance. Je trouve qu'elle est un peu mécanique, cette romance, pour être honnête. Ouais. En fait, je sens un peu trop l'outil scénaristique, quoi. Pour à la fois raconter l'histoire du Titanic, mais aussi pour raconter l'histoire d'une émancipation. Au final, c'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire d'émancipation pour moi. Oui, complètement. Je pense que si ça marche, c'est vraiment parce que Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont exceptionnels. Et là, on les voit en début de carrière. Et maintenant, on sait en plus les immenses acteurs qui sont devenus tous les deux. Et ils ont une très bonne alchimie ensemble. Pour moi, ça fonctionne très bien. Hein. C'est un film que j'aime beaucoup et tout ça. Mais le côté hyper poignant de juste cette scène avec les deux vieux dans le lit, pour moi, c'est beaucoup plus romantique que toute leur histoire dans le film. Non, ce que ça m'a révélé aussi, c'est que du coup, t'étais hyper divertie par toutes mes larmes et pas du tout agacée, alors que ça aurait pu aussi être ça. Tu vois, t'aurais pu te dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est chiante. Donc, non, c'est drôle. J'étais très touchée que tu sois ravie à ce point de me voir pleurer. Après, moi, j'ai été éduquée comme ça. C'est-à-dire que ma mère adorait me filmer devant les films. Notamment, il y avait Le Bonheur au bout du chemin, dont j'ai déjà parlé, je pense, un truc canadien. Il y a un moment, il y a son père adoptif qui meurt. Et à chaque fois, cette scène, mais je pleurais. Et on revoyait cette saga tous les ans. Et ma mère, à la fin, avait sorti, quand on avait eu des téléphones portables pour la première fois, elle avait sorti son téléphone et je l'avais pas vu, mais elle était en train de me filmer, en train de pleurer, quoi. Parce que ça la faisait toujours beaucoup rire. En partant de chez moi, t'as dit, oh là là, mais j'aurais tellement dû te filmer. C'était ton plus gros regret, c'est de pas avoir pu capturer aussi l'image de ces moments. Ça aurait été magnifique. Moi, je suis ravie que tu m'aies pas filmé. Je pense qu'on a déjà beaucoup exploré ma sensibilité dans cet épisode. Oui. C'était Amis, version lacrymale. Merci beaucoup Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un film que je vais faire découvrir à Marie, qui est très important pour moi, c'est Sailor et Lula de David Lynch. Mon deuxième film de David Lynch. Si vous découvrez ou redécouvrez ces doudous 90s en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur notre compte Instagram Amis le podcast. On adore lire tous vos commentaires et vos questions. Si vous avez aimé cet épisode, laissez-nous 5 étoiles et un petit commentaire et vous pouvez évidemment nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. C'est beau ce film parce qu'il y a le meilleur et le pire de l'humanité. Donc son dessin au fusain, il a bien tenu quand même. C'est clair. Il a été fait au bic, je pense. Ouais, c'est ça. Et puis j'ai un papier méga résistant, quoi. Ouais. Send for help. Meuf, en fait, il y a 2000 personnes sur le bateau, ils s'en tapent un peu de toi, je crois. J'ai jamais ouvert les yeux sous l'eau. Oh non! Mais c'est un petit enfant! Oui, mais qu'est-ce qui va lui arriver? Mais il va mourir comme tout le monde. C'est symbolique, tu vois, parce qu'elle lui met un corset. Oui, c'est un corset! Voilà. Waouh! Comme conclusion, je pense que c'est très bien.